Bonjour à tous, mon nom est Carla Benjivengo. Je vous souhaite la bienvenue à votre émission en français, s'il vous plaît. Aujourd'hui à l'émission, on recevra l'historien Stéphane Tessier. On s'entretiendra également avec l'économiste Pierre Langlois qui nous parlera de l'indice de littératie à Laval. On aura également la femme d'affaires Roxane Van Strengdon et Isabelle Dominique Cros qui est professeure au collégial. Et on aura aussi le pilote Jacques Larrey qui viendra nous parler de la place du français en aviation. Bonne émission! C'est toujours un plaisir pour moi de retrouver notre historien Stéphane Tessier. Bonjour Stéphane. Bonjour Cédric. Là aujourd'hui, on parle du 20e siècle, mais jusqu'au 21e siècle. Puis je pense que ta capsule commence avec la mort de Maurice Duplessis parce que ça a chamboulé beaucoup de choses au niveau de la langue française, n'est-ce pas? Oui, on est au milieu du 20e siècle. Le Québec, il commence à être en gestation de quelque chose qui va arriver. Et ce quelque chose-là, ben, c'est la mort de Maurice Duplessis qui vont, on dirait, ouvrir les vannes pour quelque chose qui s'est passé très peu ailleurs sur la planète. À l'intérieur d'une décennie, le Québec va passer d'un des endroits les plus croyants sur la planète à un des endroits le moins pratiquants sur la planète. Parce que Maurice Duplessis était très attaché au clergé, à l'Église catholique. C'est une image, c'est un symbole qui tombe aussi. Ouais. Maurice Duplessis, il était vu comme un blocage par beaucoup d'intellectuels, surtout des villes, des progressistes. Alors, c'est un homme qui était très allié au clergé et aussi aux capitaux étrangers, surtout anglo-saxons. Alors, c'était vu comme un blocage. Et cet homme-là, quand il tombe, c'est une période aussi où le Québec se détache de plus en plus du clergé, car la place du clergé en ville et à la campagne, c'est pas la même chose. Ouais. Puis la dernière fois qu'on s'est vu, je t'avais parlé que les Canadiens français quittaient la campagne et ça dépeuplait les campagnes vers les villes. Alors, les gens du milieu rural, on n'a plus de contact avec eux. À une certaine époque, le monde rural, à la fin du 19e siècle, compose 73% de la population québécoise. Puis dans les années 30, c'est rendu à 37% de la population qui vient du... Ouais. Et il faut se rappeler, Stéphane, qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de Facebook, d'Instagram. Les médias qu'on connaît sous forme de médias traditionnels commençaient, émergeaient, donc la radio, la télé, etc. Donc, je comprends quand tu dis que les gens du milieu rural n'étaient pas trop au courant de ce qui se passait en ville et même vice-versa. C'est surtout le versa, parce que les gens en ville sont rendus majoritaires. Ouais. C'est là que les grandes maisons d'institutions d'enseignement et de communication, la radio, la télévision qui est naissante, sont situées dans ces lieux-là. Alors, les gens des villes ont ce contact avec quelque chose qui est propre à eux, c'est dans les villes. Ils n'ont plus de contact. D'ailleurs, la dernière fois que je t'avais parlé encore, c'était, je parlais d'un roman qui faisait l'éloge du monde rural, Maria Chapdelaine, écrit par Louis Hémon, pour montrer que les bonnes valeurs, c'est celles du monde rural. Mais en 1945, un petit peu avant notre période qui nous intéresse, un premier roman était apparu qui fait l'éloge, pas l'éloge, mais qui représente la vie du Canadien français, mais en milieu urbain, à Saint-Henri, c'est Bonheur d'occasion de Gabriel Leroy. Alors, ça va changer la perception idyllique du Canadien français, qui est un paysan. On le voit aussi comme étant un ouvrier aussi. Alors, ça change la perception, là. Et c'était quoi les autres œuvres qui sont arrivées dans ces années-là, 50, 60, qui ont influencé justement cette culture linguistique au niveau du français? Comme chose importante qui arrive, par exemple, c'est la conscience de notre parler. Par exemple, avant les œuvres artistiques, il va y avoir un journal qui est fondé depuis le début du 20e siècle, Le Devoir. Ouais. André Laurendeau va faire paraître des lettres d'un professeur qui s'appelle Jean-Paul Desbiens, mais il écrit sous l'anonymat parce qu'il n'a pas la permission de ses supérieurs ecclésiastiques. Alors, il va écrire sous le nom du frère Untel. C'est qui ça, un tel? C'est un tel. C'est un tel. C'est Jean-Pierre Desbiens qui est enseignant. Lui, il trouve ça épouvantable, la langue qu'on parle ici.
Et le terme joual n'existe pas avant que lui en parle. Puis d'ailleurs, la population en milieu urbain, la classe ouvrière, n'a pas conscience nécessairement de ce débat-là. Il entend parler, puis il sait que c'est pas élogieux, mais ça l'atteint pas tant que ça. Mais les interventions de Jean-Paul Desbiens, du frère Untel à l'époque, on ne sait pas son nom encore véridique, c'est à ce moment-là que l'ensemble de la société prend conscience que le joual, c'est un mauvais français. Mais le frère Untel n'attaque pas les gens qui parlent le joual. Ça décrit ces gens-là comme étant des victimes, qui sont le résultat de plusieurs années d'un mauvais système d'éducation, d'une culture qui est pauvre et d'un monde intellectuel. C'est quand même un peu insultant, là. C'est dérangeant. C'est dérangeant aussi. Mais c'est des gens on va dire, on le savait. Mais c'est le frère Untel avec on va appeler ça, à un moment donné, on va faire un livre, Les Insolences du frère Untel. C'est le recueil de ses chroniques qu'il va publier dans le Devoir. Ça va faire vraiment un coup d'éclat, c'est une prise de conscience. Mais c'est à partir de ce moment-là qu'on va se dire, est-ce qu'on fait comme en France ou sinon, est-ce qu'on fait comme le milieu rural? Ça va être ni un ni l'autre. C'est qu'on va créer un français d'ici. Il y a des expressions qui représentent très bien notre monde ici, qu'on va garder. Mais on va codifier notre français, mais ça va être un français d'ici. Est-ce que c'est à partir de ce moment-là, Stéphane, qu'on emploie de moins en moins le terme canadien-français et on emploie le mot québécois? Parce que de toutes les capsules qu'on a faites ensemble, tu me parlais beaucoup Nouvelle-France, Canadien-français, puis c'est normal, c'est la ligne du temps, le 16e, 17e, 18e siècle, mais à quel moment est arrivé le terme québécois? C'était-tu dans les mêmes moments que le terme joual? Le Canadien-français, on parle des Français d'origine qui ont une descendance au Canada. Éventuellement, on va se rendre compte que le gouvernement fédéral n'est pas capable de défendre la langue française. et aussi, les Canadiens français sont très mal représentés dans le gouvernement fédéral. Il reste une chose, c'est le gouvernement provincial pour qui on vote, qui nous représente, qui peut se servir d'outils. Fait qu'on va voir le Canadien français du Québec et c'est à ce moment-là qu'on va commencer à parler de Québécois. Ça va exclure les Canadiens français de l'extérieur du Québec, mais comme les Franco-Ontariens, Franco-Manitobains, les Maritimes. Donc, on sent que les Canadiens français du Québec ont leur propre façon de parler, de communiquer, n'est-ce pas? C'est là l'importance de la chute de Maurice Duplessis. C'est les élections qui arrivent par la suite. C'est l'arrivée du Parti libéral de Jean Lesage. C'est des gens qui ont été à l'extérieur du pays. C'est des gens qui sont lettrés, qui sont pas collés sous le clergé. Alors, mais aussi, dans le clergé, il y avait des gens qui étaient en faveur aussi de la Révolution tranquille aussi. Ah oui? Okay. Ah oui, il y avait du monde progressiste à l'intérieur de l'Église aussi. Là. Des fois, il ne faut pas tout peindre en noir et en blanc, mais je sais qu'on a une chronique juste de quelques minutes. J'embarque pas sur ce sujet-là. Mais c'est grâce au gouvernement de Jean Lesage qu'on va avoir un office de la langue française, qu'on va avoir un ministère des Affaires culturelles, un ministère de la Culture. On va protéger la langue, car la langue, elle est considérée comme un bien commun. Alors, on se donne toutes sortes d'outils. Et ce qui va permettre, quelques générations après, l'insécurité linguistique ici n'est plus la même qu'autrefois. Quelqu'un qui glisse un mot d'anglais dans une phrase, ce quelqu'un-là vient des années 30-40, ça représente un autre monde. Tandis que quelqu'un qui parle aujourd'hui dans les années 2000 avec des mots d'anglais, c'est qu'on a assez d'assurance, on a les outils pour protéger la langue française ici. On n'a pas tout ce qu'il faut, mais on a quand même un minimum. Alors, on a l'assurance qu'on peut se le permettre. Fait que c'est pas mal de dire il a shooté la POC dans une partie de hockey du Canadien. Je n'insisterai pas sur shooter la POC, mais c'est comme dire un email. En France, nous, ici au Québec, on a inventé courriel. Un courriel. C'est pas français, c'est québécois comme à part la langue française. Si tu dis ça en France, courriel, tu veux dire un mail. Ben ouais, puis là-bas, ils disent parking, ils disent pas stationnement. Et sais-tu quoi aussi, Stéphane, ce que je me suis rendu compte, tu es sûrement allé en France, toi aussi, comme moi, les panneaux stop, là, c'est stop. Nous autres, c'est arrêt au Québec. Oui, c'est vraiment l'intervention de l'État qui va permettre de redresser la situation. Et ça te permet tellement de prendre une assurance
qu'éventuellement, on va pouvoir faire des pièces de théâtre comme Michel Tremblay, il va faire Les Belles-Sœurs. S'il aurait fait ça dans les années 30-40, je ne suis pas sûr que ça aurait passé. Non. Tandis que là, on est en 1968, il va faire La pièce des Belles-Sœurs, qui est une pièce qui est en joual. Alors, mais c'est pas une éloge, c'est pas une critique, c'est une représentation réaliste d'un milieu ouvrier, du Canadien français, du Québécois, de milieu urbain. En 15 secondes, Stéphane, de quoi vas-tu nous parler lors du prochain épisode? Parce que là, on arrive vers le 21e siècle et la modernité. Écoute, il y a les lois linguistiques qui vont apparaître au Québec, puis les relations que tout ça va avoir aussi avec les nouveaux Québécois, ceux qui viennent de l'extérieur. Ça va être un sujet intéressant. On va parler aussi encore du faire un tel, mais un peu plus en détail aussi, parce que c'est un sujet vraiment intéressant. Puis, bien d'autres surprises. Bien d'autres surprises que tu vas nous réserver. Un gros merci, Stéphane Tessier, et au plaisir de te retrouver dans notre prochain épisode. Le niveau de littératie des Québécois s'est beaucoup amélioré partout au Québec entre 2016 et 2021. C'est ce qu'a démontré une étude qui a été menée par la Fondation pour l'alphabétisation. Rappelons aussi que cette fondation-là a pour but d'assurer que les adultes et les enfants puissent avoir un niveau de français écrit et au niveau de la lecture aussi, afin de fonctionner le mieux possible là, en société. Et c'est M. Pierre Langlois, économiste, qui a mené cette étude. Parlez-nous un petit peu là, du départ. Sur quoi vous êtes-vous basé pour démarrer votre étude en partant? Oui, ben le départ, ce sont les données de l'évaluation internationale des compétences chez les adultes, ce qu'on appelle dans notre langage le PICA, qui a été réalisé il y a une dizaine d'années. Et donc, on suit l'évolution de ces résultats en les associant avec les données éducation du recensement de Statistique Canada, qui lui est fait aux 5 ans. Donc, ça nous permet d'avoir une progression qui est pas la plus précise, mais qui nous donne une bonne indication du cheminement que les Québécois font en matière de littératie. Et donc, par l'amélioration du bilan d'éducation des Québécois, mais par association, on voit une amélioration du bilan en littératie. Est-ce qu'il y a un lien, parce que là, je sais que vous êtes économiste, c'est quoi qui vous a interpellé là, pour faire cette étude-là en tant qu'économiste? Oui, ben, il y a deux choses. Alors, d'une part, si on arrivait à combler le retard qu'on a face à l'Ontario, il y a un 7 points de pourcentage en littératie entre le Québec et l'Ontario. Si on arrivait à effacer cet écart-là, donc en améliorant évidemment nos résultats, l'impact économique serait de l'ordre de 3,5 milliards par année sur le PIB québécois. Donc, on voit qu'il y a deux phénomènes. Donc, l'espérance salariale est plus élevée lorsque nos résultats en littératie augmentent. Évidemment, il y a des exceptions. On connaît tous quelqu'un qui a eu plus de misère à l'école, qui a plus de misère en littératie, mais qui gagne bien sa vie. Mais de règle générale, il y a une espérance salariale plus élevée. Et aussi, mais il y a plus de gens qui quittent certains programmes sociaux. Donc, quand on fait le cumul de tout ça, on voit qu'il y a un gros gain économique associé aux résultats en littératie. C'est une des compétences de base. En économique aussi, on étudie beaucoup ce qu'on appelle le développement humain, l'indice de développement humain, et la littératie est l'un des indices qui vient nourrir cet indice de développement humain, parce que le PIB, oui, est une mesure de la santé d'une économie, mais l'indice de développement humain, c'est un indice qui va au-delà du produit intérieur brut et qui nous donne aussi un bon diagnostic de la santé d'une collectivité. Est-ce que vous seriez en mesure, avec les résultats de votre étude, de nous dire si le niveau de littératie par rapport au français, est-ce que c'est parce que la langue est plus complexe, plus difficile à assimiler? On n'a pas de données précises là-dessus, mais on peut penser que oui. Alors, l'hypothèse est bonne parce que si on regarde les résultats dans la francophonie au niveau de la littératie, effectivement, les résultats sont plus faibles, que ce soit au Québec, que ce soit chez les francophones du Nouveau-Brunswick, que ce soit même en France par rapport aux chiffres de l'OCDE. Donc, effectivement, la complexité de la langue française et son enseignement ont probablement un impact. Aussi, il faut reprendre aussi toutes nos données historiques, hein, l'histoire de l'éducation au Québec. Bon, c'est relativement récent, hein, de l'éducation populaire ouverte à tous. Ça date de la commission Parent dans les années 60, la création du ministère de l'Éducation par la suite avec Paul Gérin-Lajoie. Donc, on a une génération et demie, 2 générations environ de Québécois qui ont
fait leur pas dans ce nouveau système scolaire. Et c'est pour ça que nos résultats en littératie sont beaucoup plus difficiles chez les aînés. Parce que, évidemment, si on recule là, chez les gens qui ont 70, 80 ans passés, mais à cette époque-là, il y avait encore du décrochage scolaire au primaire, chose qui n'existe plus aujourd'hui. Donc, à l'époque, il y avait encore des gens qui quittaient après une 6e, une 7e année les bancs d'école pour aller travailler. Donc, ça, évidemment, ça laisse des traces dans les résultats en littératie. Et c'est pour ça qu'on dit qu'encore une fois aujourd'hui, la lutte au décrochage scolaire, c'est le premier outil pour combattre les enjeux de littératie. Ceci étant dit, il y a des nations où la langue est aussi très complexe à apprendre. Je pense au Japon, je pense à la Finlande, mais qui ont des résultats qui ont une quinzaine, une vingtaine de points meilleurs que le Québec. Les leaders mondiaux en littératie, ce sont le Japon, les Pays-Bas, la Finlande. Donc, là aussi, la langue, manifestement, elle n'est pas simple, mais ils arrivent quand même avec un système scolaire différent, une approche différente, à avoir des résultats qui sont de loin meilleurs à ceux du Québec et même du Canada. Donc, on ne peut pas dire que la complexité d'une langue est la raison pourquoi là, qu'il y aurait une moins bonne littératie au Québec. Là, dans le fond, votre étude a démontré que ça s'est amélioré entre 2016 et 2021. Donc, est-ce qu'il y a des milieux dans lesquels vous avez remarqué une plus grande amélioration? Est-ce qu'il y a des milieux qui sont restés un petit peu plus... qui ont stagné? Comment que ça se... Exact. Alors, on fait cette étude-là pour l'ensemble des MRC au Québec. Donc, il y en a une centaine, incluant nos régions administratives. Et on se rend compte, bon, la bonne nouvelle, c'est que ça s'améliore partout, mais pas au même rythme. Alors, il y a des MRC, il y a des coins de pays qui vont plus vite en matière d'amélioration et d'autres où ça progresse beaucoup plus lentement. Je pense à des centres, des anciennes cités industrielles comme Sorel, Shawinigan, un peu Bécomo, où là, la vitesse d'amélioration, elle est beaucoup plus faible que les grands centres où on retrouve des pôles universitaires comme évidemment Montréal, comme Québec, mais aussi comme Trois-Rivières, Gatineau et même Sherbrooke, alors où la vitesse de cadence, elle est plus soutenue. Donc, la présence, manifestement, de pôles universitaires, mais aussi de pôles collégiaux. Il ne faut pas oublier que des cégeps, on n'en a pas partout au Québec. Il n'y en a pas dans chacune des MRC. Je prends souvent un exemple en Montérégie de la MRC d'Acton, donc autour de la ville d'Actonville, qui est coincée entre Drummondville et Sorel. Alors, deux cités qui ont des cégeps, mais Actonville n'en a pas. Alors, ce qui fait en sorte que les résultats à Actonville sont parmi les pires de la Montérégie en matière de littératie parce que cette proximité avec les milieux collégiaux, et c'est là qu'on retrouve les plus grands gains en littératie. Hein? Si on se rappelle là, nos années au cégep, les cours de littérature, de philosophie, ça fait écrire les élèves et là, il y a des gains manifestes qu'on voit de l'ordre de 15 points de pourcentage. Entre un diplômé secondaire et un diplômé collégial, il y a un 15 points de pourcentage d'amélioration en littératie. Donc, c'est là que se font les meilleurs gains. Mais si on n'a pas des cégeps partout, c'est sûr qu'il y a des antennes, il y a des cégeps qui vont ouvrir des antennes dans certaines MRC, mais sans une couverture pleine et entière au Québec en matière d'enseignement collégial, c'est sûr qu'il y aura toujours des régions qui vont faire mieux que d'autres, des MRC qui vont faire mieux que d'autres en matière de littératie. Quelles sont vos conclusions pour motiver encore plus les gens à améliorer leur niveau de littératie et quels sont les moyens qui pourraient être employés pour qu'on ait une encore plus grande amélioration là, dans le futur? Deux grands chapitres. Alors, le premier, c'est la lutte au décrochage scolaire. Donc, un jeune qui ne termine pas son secondaire, à 85% des cas, va avoir des enjeux de littératie. Et s'il termine son secondaire mais de façon terminale, donc il finit son secondaire 5, mais c'est la fin de ses études, à 65% des cas, il va avoir des enjeux de littératie. Donc, il faut être en mesure de s'assurer que tous les jeunes, alors disons un maximum de jeunes terminent leur secondaire 5. Il y a encore un écart, hein, surtout au niveau des garçons. Il y a un 12 à 15 points d'écart entre un garçon et une fille au Québec en matière de diplomation secondaire, mais aussi entre un garçon québécois et un garçon des autres provinces, c'est sensiblement le même écart. Donc ça fait mal à nos résultats, ça fait mal évidemment au parcours professionnel que ces jeunes garçons vont avoir par la suite. Donc, il faut arriver à calfeutrer cette brèche de diplomation, particulièrement chez les garçons. Alors ça, c'est un chantier assez prioritaire. Le deuxième, c'est un peu en lien avec ça. C'est un peu un phénomène qu'on voit avec l'emploi. Hein. Il manque de travailleurs partout. On est en pénurie de main-d'œuvre. Donc, ces mêmes jeunes garçons rendus à 16, 17, 18 ans, c'est sûr que les salaires industriels d'entrée de carrière dans les parcs industriels, dans plusieurs entreprises, sont très alléchants. Donc, de poursuivre ces études justement au niveau collégial,
ça devient un peu moins intéressant et on en perd comme ça au profit des milieux industriels. Donc, on pense qu'il devrait se faire une espèce de programme de formation continue, mais en milieu de travail. Donc, le jeune qui arrive à 17-18 ans, premier emploi en milieu industriel, mais de concert avec son employeur, le cégep ou encore le centre de service scolaire, qui ait un programme qui pourrait se faire sur place en milieu de travail pour que ce jeune-là continue à aller acquérir des compétences, faire même peut-être un début de cégep, un début de programme, parce que peut-être plus tard, ça va lui prendre une technique s'il veut progresser. Donc, il y a quand même un espèce de raccordement qui se fasse entre le milieu de travail et le milieu scolaire pour que la poursuite des études puisse se faire préférablement en milieu de travail. Comme ça, le jeune est avec ses confrères de travail, puis il y a vraiment une chimie qui peut s'installer en milieu de travail pour ces formations-là. Donc ça, c'est un deuxième chantier qu'on juge prioritaire, qui est une espèce de stratégie nationale au Québec en formation continue en milieu de travail, notamment sur les compétences de base. Merci, M. Langlois. Et je pense que c'est une merveilleuse initiative. Là, on va mélanger l'appât du gain à l'importance de la littératie, donc de favoriser que les gens puissent aller rapidement sur le marché du travail, mais tout en continuant à s'instruire et à parler notre belle langue. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de l'invitation. Notre prochaine invitée est la femme d'affaires Roxane Van Strijdonk, qui possède son entreprise en nettoyage après construction, les nettoyages Majesty. Bonjour Roxane. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. Très contente de t'avoir comme invitée aujourd'hui parce que tu vas nous parler un petit peu de ton entreprise. Ça consiste à quoi? On commence avec ça. Nettoyage après construction, donc on se présente une équipe complète sur un chantier de construction. En fait, quand c'est l'étape de tout remettre à neuf avant que les gens puissent déménager dans des unités neuves ou des maisons neuves. Donc, notre équipe est là pour ça, en fait. Ouais. Ton nom de famille, Van Strijdonk. C'est belge. C'est belge. C'est belge. Tu es né au Québec? Je suis née au Québec, d'un père qui est né en Belgique, mais qui est arrivé ici à 2 ans. Et la langue française, c'est ta langue maternelle? C'est la langue maternelle. C'était en français à la maison, ça l'a toujours été, puis c'est encore aujourd'hui. Ouais. Au sein de ton entreprise, tu me disais tantôt en coulisses que, tu as plusieurs employés, puis de différentes nationalités également. Effectivement. Quelle nationalité, mettons? J'ai des gens d'origine mexicaine qui sont arrivés ici. J'ai Carmen qui est arrivée ici, elle avait 35 ans. Donc, le français, quand elle a commencé pour moi, il était minime, mais aujourd'hui, elle se pratique plus. Puis, veut pas, c'est qu'en français, l'entreprise, les horaires, les envois d'horaires, les descriptifs qu'elle doit faire par courriel, donc autant le parler que l'écrit, il est important. Donc, j'ai une haïtienne, l'haïtien qui touche quand même un peu au français aussi, et j'ai une russe, effectivement, aussi, oui. Et ça se passe bien? Ça va super bien, c'est sûr et certain qu'on s'adapte. Puis eux, ils ont de l'adaptation à faire aussi. Ça n'a pas été facile, exemple, pour Carmen, parce qu'elle venait qu'à travailler avec sa fille. Donc, puis ça, on a mis... Tu sais, ça a été un ajustement au début parce que les deux se parlaient beaucoup en espagnol en tant que tel. Mais aujourd'hui, c'est très à l'aise. On était à la cabane à sucre hier, puis c'était qu'en français aussi, là. Parce que ça aussi, c'est ça. Toi, en tant que dirigeante, ça peut être un peu, pas problématique, mais tu sais, en même temps, tu ne veux pas dire à Carmen, 35 ans, qui vient d'arriver, « Hey, parle français », sauf qu'en même temps, si elle parle avec sa fille en espagnol, puis que là, les autres comprennent pas, ça peut faire, ça peut venir qu'à être difficile, mais je pense que l'adaptation chez nous se fait graduellement. Puis ils se sentent bien aussi là-dedans. Ouais. C'est ça. C'est pas comme une grosse punitance, mais tu leur rappelles de temps à autre, là, c'est en français. C'est ça. Puis on changera pas ça. Donc, c'est pas quelque chose qui... Je changerai pas mes horaires, mettons, pour venir les mettre en espagnol ou en anglais. C'est en français, ça reste comme ça. Ouais. Ça te tient à cœur. Ben oui, c'est important. Oui, c'est important. Est-ce que dans la vie de tous les jours, comme femme d'affaires, tu as affaire avec plusieurs entreprises et tout ça. Est-ce que tu sens une valorisation de la langue française? Est-ce que tu sens qu'on parle Je sens qu'il y a besoin des changements. Ça, c'est ça. Puis c'est pour ça aussi que je suis ici, certain, parce que je suis une personne qui adore l'anglais aussi. Mais je trouve que ça s'en vient un petit peu problématique. Exemple, je viens de Terrebonne. Mon bureau chef est à Terrebonne. Je vais à ma banque qui est à Terrebonne-Lachenay. Quand je vais juste faire un dépôt, bien maintenant, les 3 préposés nous accueillent en anglais. Ça me fait un petit quelque chose. Pour vrai, un petit puis gros quelque chose. Si je pouvais, puis j'ai quand même un bon caractère, pour ceux qui me connaissent, j'aurais le goût de le dire. Puis
peut-être qu'à un moment donné, ça va sortir, mais je souhaite qu'il y ait quelque chose qui se règle rapidement pour qu'on puisse garder notre français là, au Québec. Parce que comme femme d'affaires, c'est sûr que tu ne veux pas non plus dire, mettons, à la banque, là, hey, il y a toujours une gêne un petit peu de s'affirmer par rapport à ça parce que tu ne veux pas avoir l'air de la personne difficile. Mais qui ne parle pas en anglais ou qui ne comprend pas parce que... Il y a ce petit point-là aussi. Il y a un petit point que la personne qui ne vient pas qu'à parler en français, en anglais, des fois, elle se sent diminuée, mais c'est ça qu'il faut enlever. C'est ça qu'il faut bannir un petit peu. Comme les magasins, les boutiques dans le centre-ville au Montréal, il y a un fléau aussi, on se fait recevoir en anglais. Puis il y en a des gens qui viennent qu'à s'affirmer. Puis il y a des problématiques là-dedans. Là. Il y a eu une émission sur une pâtisserie au Griffintown, qu'eux autres, c'est en anglais. Puis il y a des clients qui ne voulaient plus aller là, fait que ça fait des conflits parfois. Mais dans mon entreprise, moi, je veux pas ça. Puis malheureusement, je ne viendrai pas qu'à me plier à ça. Quelle méthode, tu penses, qui pourrait être une méthode là, pour justement éviter qu'il y ait un conflit, mais qu'on puisse s'affirmer puis dire « Hey, on aimerait ça, tu sais, à Terrebonne. » Oui, bien, malheureusement, ça vient des lois aussi. Je sais qu'il y a des lois pour faire ça. Oui. Je pense pas que c'est monsieur, madame, tout le monde qui va venir qu'à régler ça parce que ça s'en vient trop gros comme fléau. Puis pour faire ça dans le respect, bien, c'est les lois qui devraient... puis malheureusement, peut-être des amendes, je sais pas, mais... Éventuellement, parce que les lois, on le sait comment ça marche. Hein? Il y a une loi qui est mise en action, qui est approuvée. Puis après, bien, il y a... Les conséquences à faire avec ça, là. Aussi, mais aussi, c'est qu'on dirait que la Cour vient charcuter cette loi-là comme qu'ils veulent. Tu sais, il y a ce point-là, il y a ce point-là. Puis les lois viennent d'être contournées parce que, tu sais, il y avait la loi, je pense que c'est la loi 101, si je ne me trompe pas, mais sur les affichages des noms, fait que ça se détourne un petit peu avec ça. Mais mettons, les inspecteurs, tu sais, il manque de personnel des fois, un peu partout en ce moment, c'est un fléau, mais je pense que justement, de donner des amendes, que tu accueilles quelqu'un, tu l'accueilles premièrement en français. C'est vrai qu'il y a des clients mystères. Là. Des clients mystères. Bien, moi, je pense. Je ne sais pas si j'ai la solution, mais c'est une super bonne idée. Un client mystère qu'au Québec, tu dois accueillir en français, puis une amende. C'est une amende. Puis c'est plate. Aujourd'hui, c'est avec le portefeuille souvent que les gens finissent par comprendre. C'est malheureux, mais peut-être que ça serait la solution. C'est la sanction qui marche à tout coup. Là. Ça marche des fois dans mon entreprise, des sanctions comme ça. Des fois, je suis obligée, malheureusement, mais c'est plate. Moi aussi, j'ai des sanctions. Un peu partout sur la route, on a des sanctions. Bien, ça serait la meilleure chose à faire, je pense. Sous toute réserve, là, j'ai entendu récemment d'un avocat que les contrats en anglais au Québec ne sont pas valides. OK. Est-ce que c'est quelque chose que... Par rapport au Canada entier ou... Bien, par rapport au Québec, si tu fais un contrat ou tu signes un contrat qui est rédigé en anglais, il n'est pas valide. OK. Mes contrats, je peux te dire, en 10 ans d'entreprise, ça ne m'est jamais arrivé que j'ai reçu un contrat en anglais. Ah, mais c'est bien, ça. Puis je peux vous dire même qu'il y a quand même un bon côté à ça. J'ai beaucoup de clients qui parlent anglais puis qui se forcent avec moi de parler. Parce que moi, je ne change pas. Je ne vais pas me mettre à parler en anglais avec eux. Si je vais au Mexique, je vais essayer de parler en espagnol. Si je vais en Floride, je vais me mettre à parler en anglais. Je crois qu'on devrait avoir ça ici au Québec. On se force à parler français. Du moins, l'essayer. Parce que j'ai travaillé aussi dans le public. Puis des fois, tu le sens que la personne est capable de parler français. Mais elle ne veut pas faire l'effort. Mais elle veut pas faire l'effort. Fait que là, tu sais, mettons, au service à la clientèle, tu veux pas perdre ton client. Non. Fait que tu te plies. Tu te plies. Mais on se plie un peu trop, par exemple. Toi, tu as l'air de pas plier non, à ce non. C'est ça t'arrête-tu dans mon visage? Défenseuse de la langue française. Ça se dit-tu défenseuse? Défenseuse. Défenseuse. Guerrière. Guerrière, oui, c'est ça. Ben, en fait, j'aimerais te dire félicitations. Merci beaucoup. Merci d'être venue aujourd'hui à l'émission. Ça me fait plaisir. Lâchez pas. Puis c'est le fun d'avoir des femmes, non seulement une femme d'affaires, mais en plus d'être une femme, d'avoir du succès, d'être une femme d'affaires qui tient à cœur sa langue et qui veut la faire respecter, non seulement au sein de son entreprise, mais dans les commerces que tu visites. C'est gentil. Ça t'interpelle. Déjà là, c'est déjà un début. Puis après, comme tu dis, si tu le sens et que tu veux le dire, c'est ça. Poliment. Puis dernièrement, si j'ai un petit point à rajouter, je suis rendue un peu plus ouverte aussi sur d'accueillir des nouveaux arrivants
également. Puis le Maroc, je reçois beaucoup de demandes de Marocains. Puis je trouve ça bien parce qu'eux autres, ils ont un beau français. Puis ça m'interpelle. Je reçois des fois leur CV. Puis c'est un beau français. Fait que ça m'interpelle aussi de faire venir des gens de l'extérieur tout en français. Excellent. Ben, on vous souhaite une belle continuité. Merci. Continuez votre beau travail. Puis l'inclusion aussi, mais tout en respectant notre valeur profonde et notre culture qui est le français. Merci beaucoup. Merci, ça m'a fait plaisir. Ma prochaine invitée, elle a tout un parcours, je vous la présente tout de suite. Isabelle Dominique Cros, non seulement tu es enseignante au Collège La Salle, mais ce décor-là, ce milieu-là, tu n'es pas inconnu. Tu fais quelques chroniques pour TV Laval. Parle-moi un peu justement de ton implication ici. Oui, bien, TV Laval, ça a été une belle opportunité pour moi de faire quelque chose que j'aime de toute façon, qui est tout ce qui est communication. Et donc, on fait des chroniques santé bien-être avec Alex Trudel sur Pour votre information, mais je fais aussi des capsules de mise en forme 2 temps, 3 mouvements. Puis c'est un rêve que j'avais depuis longtemps, de faire de la télé, de concevoir un concept d'émission, de l'animer, puis d'inspirer les gens à bouger plus. Tu sais, fait que c'est comme si TV Laval m'avait permis de mettre un peu un gros morceau de puzzle ensemble pour que je puisse utiliser tout ce que j'avais comme outil, tout ce que j'ai eu comme opportunité d'apprendre, d'aller chercher des diplômes. Ouais. Tout ce bagage-là, je le mets en pratique depuis quelques années à travers ces émissions-là. Puis c'est un grand bonheur parce que c'est des belles équipes aussi. Je le vois dans tes yeux, la mise en forme, le vulgariser, c'est important pour toi. Mais je veux qu'on parle d'abord et avant tout de tes origines. Avant d'enregistrer, tu m'informais que tu es d'origine allemande. Donc, à la maison, ça parlait en allemand. J'aimerais ça que tu me parles de cette dynamique familiale-là de tes parents qui sont arrivés ici, puis un peu aussi ton introduction avec la langue française. Oui, bien, c'est toujours curieux pour moi parce que on dit de moi que je suis assez caméléon. Fait que peu importe là où je suis, je m'insère un peu. Puis maintenant, je me sens moins différente, entre guillemets, qu'avant. Mais quand j'étais petite, mes parents, les deux, sont venus de l'Allemagne, d'abord à Toronto, ensuite ici au Québec. Puis c'est moi l'aînée, on est 3 enfants. Donc mes parents parlaient l'allemand, parlaient un peu l'anglais. Donc j'ai appris l'allemand. Je suis née ici, mais j'ai appris l'allemand en premier. Ensuite l'anglais, parce que c'est une langue que eux connaissaient. Ouais. Et là, il y avait le français qu'on souhaitait découvrir, que mes parents souhaitaient découvrir également, mais il reste que c'est ma 3e langue, qui est devenue un peu une langue très confortable avec les années parce que j'ai fait presque toutes mes études en français. Donc, je baigne dans le monde culturel, dans les médias francophones. Ouais. J'aime beaucoup l'anglais aussi parce que je trouve que c'est très précis. En anglais, on dirait « to the point ». Ouais. Puis l'allemand, c'est ma première langue. C'est un peu une langue qui devient rouillée parce que j'apprends l'espagnol en parallèle. Mais je suis fière maintenant, avant, j'étais un peu gênée d'avoir comme un bagage différent. Parce que je voulais juste être comme tout le monde. Puis mon prénom, c'est un nom commun. C'est Isabelle. J'ai le 2e nom, Dominique, mais ma mère, elle a entendu ce nom-là en Allemagne. C'était exotique, c'était spécial. Ouais. Elle ne savait pas qu'ici, Isabelle, c'est plus commun. Fait que c'est rigolo pour ça. J'ai même pas l'impression que le français, c'est ta 3e langue, tellement tu l'exprimes bien, tu le communiques bien. Puis de savoir que tu fais de la télé, que tu vulgarises dans ta 3e langue, c'est tout en ton honneur. Mais est-ce qu'on peut dire que ça a toujours été facile pour toi dans les débuts? Parce que ta première langue, c'était l'allemand. Après, c'était l'anglais, communiquer avec tes parents. Ouais. Et après ça, le français, c'est arrivé quand? Et est-ce qu'il y a eu une certaine adaptation? Le français, ça a été difficile parce que j'ai commencé à apprendre le français au moment où je rentrais à l'école. Mes parents ne savaient pas. Comme beaucoup de parents qui viennent au Canada, ils ne savent pas nécessairement quand tu arrives au Québec qu'il y a le français et qu'il faut aller à l'école en français. Puis je ris parce que je suis l'aînée, je suis celle qui l'a subi davantage. Mon frère, ma sœur ont eu la chance de se préparer, entre guillemets, un peu plus. Mm-hmm. Moi, j'ai été lancée là-dedans. Tout de suite à l'école, tu apprends le français. Puis je souris maintenant, mais à l'époque, quand j'ai commencé, je me rappelle avoir trouvé ça difficile. La maternelle, j'étais une enfant timide et je me rappelle que je ne comprenais pas grand-chose et je me rappelle de la crainte que ma mère avait de est-ce qu'elle est lente? Est-ce que ma fille, est-ce qu'on doit se préoccuper parce que c'est une adaptation? On le sait, ma mère, elle a un doctorat
comprend ça, mais c'était comme parce que je comprenais pas tout, bien, il y a un certain retard en début de parcours qui m'amène à me sentir très, très, très urgente dans l'immédiat. Je suis comme, il faut que ça avance, j'ai besoin d'avancer et ça me fait avancer et maintenant, ça va. Puis maintenant, je suis contente que cet obstacle-là m'ait amené à maîtriser le français comme je le maîtrise. Puis j'ai pris des cours de diction aussi pour aller corriger un peu l'accent que j'aurais pu garder parce que c'est charmant les accents, mais je savais déjà très, très rapidement que tout ce qui était communication m'intéressait, que j'aimais l'idée de pouvoir communiquer aisément. Puis tu as choisi après ça, à un moment donné, quand on grandit à l'école, on doit penser à notre choix de carrière. Oui. Je ne sais pas si la mise en forme, c'était déjà dans tes premiers plans quand tu étais enfant, ado, mais est-ce que, justement, tu t'es dit, le fait que je parle plusieurs langues, ça pourra m'aider d'un point de vue professionnel au niveau de ma carrière? Ça, je me suis pas du tout dit ça. J'ai plutôt pensé comment je peux corriger le fait que des fois, quand je parlais en français, les gens soupçonnaient que j'étais anglophone. Quand je parlais en anglais, puis j'amenais un mot français, puis probablement que tu n'es pas inconnu à tout ça, mais je parle en anglais, puis là, des fois, je mets un mot francophone, puis les gens sont comme « Ah, t'es-tu plus comme québécoise francophone? » Et les gens avaient de la misère à t'étiqueter. Oui, c'est ça. Puis en même temps, tant mieux parce que j'ai jamais été de ces personnes. Même si j'aime être caméléon, j'aime pouvoir être, tu sais, dans différents environnements, mais j'aime pas être dans un moule à proprement dit. J'ai jamais réussi, même si des fois j'essayais, je rentre pas dans les moules de façon générale. Puis non, ça, je l'avais pas en tête, mais je savais que c'était gagnant de connaître des langues. Ce que je savais très, très jeune, très petite, c'est que j'aimais être sur une scène parce que ça me permettait de m'exprimer à travers la danse parce que j'étais timide. Je savais que je n'étais pas comédienne. J'ai jamais été capable de lâcher prise que ça prend pour ça. Je l'avais pas. Mon premier rêve, c'était les comédies musicales, c'était la danse. Et au cégep, j'ai rencontré une fille qui faisait de la mise en forme et concours de circonstances, Josée Lavigueur, qui est une femme, tu sais, qui a un peu ouvert les portes dans la mise en forme au Québec. Je l'ai rencontrée et les choses se sont placées. Puis dans la mise en forme, même si au moment où j'ai commencé, j'étais un peu claire. Tu sais, j'ai le teint très, très clair, on me l'a toujours dit. En mise en forme, c'était plus le teint basané. Oui, j'avais même pas remarqué ça. Oui, pourtant, Josée Lavigueur, je veux dire... Elle a le teint clair, mais elle a un teint qui est plus basané comparé au mien. Puis c'est drôle parce que moi, j'en ai pas vraiment de teint basané. Puis maintenant, c'est correct. Mais pendant longtemps, c'était une des distinctions aussi parce que mon frère, ma soeur et moi, on était très, très clairs. Ma mère parlait avec un accent, mes parents avaient l'air européens. On se sentait différents. On allait à la piscine publique, on était clairs. Ma mère nous mettait plein de crème solaire blanche. Je me sentais différente, alors que là, maintenant, en 2022, ça fait partie de nous. On dirait que ça fait partie des échanges dans les écoles, c'est multiculturel ou plus peut-être qu'avant. Donc, les langues, je sais que c'était gagnant. Ce qui est drôle maintenant, c'est apprendre l'espagnol, c'est tough. Parce que j'ai eu la chance d'apprendre les langues petites. Maintenant, il faut que je mette un effort. Je suis comme, ah non. Fait est-ce que tu dirais que quelqu'un qui veut apprendre le français dans la trentaine, quarantaine, cinquantaine, ça doit être plus difficile que si tu l'as appris pendant ton enfance? J'imagine que... Je pense que, moi, j'ai l'impression que quand on met les efforts, ça se fait bien. Je regarde, par exemple, mon fiancé, lui, a appris le français et l'anglais vingtaine, trentaine. Il se débrouille super bien. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à l'âge. C'est beaucoup une question de discipline puis de travail au quotidien, un peu comme l'entraînement. Tout à fait. J'allais faire ce lien-là. Oui, puis c'est la paresse. Moi, c'est un peu la paresse et c'est un peu la gêne de me tromper puis d'avoir un accent. Puis j'ai rien contre les accents. Je les trouve charmants. Je ne sais pas pourquoi je me mets, moi, cette pression-là, mais sûrement... Tout le monde, je pense qu'on se met cette pression-là. C'est parce qu'on veut bien communiquer. Puis moi, j'ai une impatience quand je veux parler et dire quelque chose, je veux avoir le mot juste, je veux que ce soit fluide, puis je les ai pas, autant quand je parle un peu en espagnol, autant quand j'essaie de me... Tu sais, mais la bonne nouvelle, c'est que si tu as vraiment envie d'apprendre quelque chose, tu peux, peu importe l'âge. Puis quand tu essayes, que ce soit l'entraînement, donc la mise en forme ou apprendre une langue, le fait que tu essayes, les gens vont en grande majorité toujours l'apprécier. Oui, effectivement. Puis c'est ce que je dis souvent à mes étudiants au Collège La Salle, c'est beaucoup des étudiants internationaux. Donc, ils sont ici quelques années, doivent apprendre le français. Et eux aussi ont bien compris que si tu arrives à dire quelques mots en français pour dire
désolée, j'apprends le français. Tout de suite, on dirait que l'échange est différent parce que l'interlocuteur comprend qu'il y a un effort, qu'il y a un intérêt, qu'il y a un souhait. Et tout le monde comprend que c'est pas simple apprendre une langue. Et si tu le fais pas régulièrement, puis même si tu l'apprends puis que tu l'utilises pas, tu sais, moi, je n'utilise pas l'allemand présentement, bien, je suis rouillée, je le comprends, mais quand j'ai à le parler, c'est pas simple. Et là, je me suis dit, là, il va falloir que je fasse un petit effort de ce côté-là, communiquer davantage avec mes parents, avec ma famille, une petite famille que j'ai en Allemagne, pour justement pas perdre ça, parce que c'est précieux. En terminant, si on veut en savoir plus sur toi, là, tu nous l'as dit en début d'entrevue que tu es chroniqueuse ici, donc je te laisse le mot de la fin si on veut en savoir plus sur toi. Pour en savoir plus sur moi, les capsules que je fais, 2 temps 3 mouvements, c'est des entraînements express. Et à travers ça, mon message, c'est toujours soyez passionnés, prenez soin de vous, faites compter chaque seconde, puis ce que vous êtes capable de faire à l'entraînement, vous êtes capable de le reproduire dans le reste, dans toutes les autres sphères, puis osez rêver grand, parce que je pense que tout le monde peut prendre sa place. J'aurais pas pu dire mieux. Isabelle Domenico, merci d'avoir été des nôtres et au plaisir de se retrouver. Merci à toi. Alors toi, Jacques, avant d'être bénévole pour la télévision régionale de Laval, tu étais pilote d'avion. C'est ça, j'étais pilote de ligne, oui. Et la place du français au niveau de l'aviation, que ce soit, parce qu'on s'entend qu'il n'y a pas plus international là, comme métier. Ah non. Quelle a été la place du français dans ton apprentissage du métier et par la suite? Donc, ça a beaucoup changé, c'est sûr, comparé à aujourd'hui. Moi, quand j'ai commencé à voler ici au Québec il y a 50 ans, c'était toutes les études étaient d'abord en anglais, tous les livres étaient en anglais pour l'aviation, pour les pilotes. Toutes les conversations à bord étaient en anglais, même si on était un équipage francophone. Et les conversations avec les contrôleurs étaient toutes en anglais, même juste au Québec. Quand on prend, par exemple, tous les envolées que je faisais à l'époque, je faisais ce qu'on appelle les renalés, c'est-à-dire on faisait Québec, on faisait Montréal, Québec, Montjoly, Bécomo, Sétine, Natashquan, Gaspé, les îles de la Madeleine, et on revenait le soir. C'était tout en anglais. Même si on voyageait au Québec, ça restait en anglais. Ça, je te parle de ça il y a 50 ans. Puis par la suite, ça a beaucoup changé par la suite parce que c'est René Lévesque qui est passé au pouvoir. Et puis évidemment, lui, il a priorisé la langue française. Donc très vite, on s'est retrouvé que dans les écoles de pilotage, on a eu des manuels en français, on a eu des manuels anglais qui ont été traduits en français. Nos examens, d'ailleurs, théoriques, à l'époque, avant René Lévesque, c'était en anglais aussi, au ministère des Transports. Et puis là, après René Lévesque, évidemment, le ministère des Transports a dû s'ajuster aussi et nous faire passer les examens en français. Et comment ça a été reçu, cette obligation, en fait, ce passage vers le français au sein de ce beau métier qui est l'aviation? Comment ça a été reçu par vous, les pilotes? Est-ce que vous avez vu ça comme une difficulté? Oh mon Dieu, tous les termes qu'on a appris, maintenant, il va falloir les dire, les connaître en français? Est-ce qu'il peut y avoir confusion? Comment vous êtes adaptés? Non, pas du tout. Pour nous, on était très contents parce que c'était la langue française qui primait. Puis ça faisait un gros changement. Mais les points très techniques des manuels des avions qu'on pilote, en général, sont tous des avions américains. Donc, toutes les checklists et tout ça sont toujours en anglais, même encore aujourd'hui. Mais par contre, la langue française se fait en français dans le cockpit maintenant. Puis si on vole aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile parce qu'on peut communiquer directement avec notre contrôleur au Québec en français. Si tu arrives, par exemple, de Londres, puis tu arrives à Montréal, tu peux parler en français, tu comprends? Ça fait une très grosse différence. Quelque chose qu'on n'espère pas dire dans un avion, « m'aider, m'aider ». Non, c'est ça. Ça, c'est m'aider, m'aider. Moi, je me suis tout le temps demandé, c'est pas m'aider, aidez-moi, là, c'est m'aider. C'est m'aider, mais ça, c'est un message très grave. Ça veut dire que tu as un gros problème. Oui, on n'espère pas aller là, mais ce serait quoi le terme en français? En français, c'est pareil. Il reste m'aider pareil. Okay, c'est le même terme. Donc, c'est un jargon. Oui, c'est un jargon. C'est devenu un jargon exact, ouais. Qui ne changera pas et qui ne changera jamais, ça. Ça, c'est pas un problème. Le seul problème qu'on avait auparavant, que je trouvais stupide, c'est de parler au contrôleur. On est francophone, le contrôleur était francophone, on le savait, on l'entendait par l'accent, on était obligé de parler en anglais. Je comprends. Tandis qu'aujourd'hui, on arrive, on est au Québec, on parle en anglais.
est-ce que c'est parce que les conversations que vous avez là, du cockpit au contrôleur, ça, j'imagine que c'est tout enregistré? Tout est enregistré. Mais je te dis, aujourd'hui, ce que je me suis trompé, c'est surtout quand tu parles au contrôleur, lui, il va te répondre en français et nous, on peut l'approcher en français. C'est quand même très différent de l'époque. Mais ça a amélioré beaucoup aussi parce que quand on était jeune, moi, je parlais moins bien anglais qu'aujourd'hui. Puis c'est sûr que les contrôleurs, pour eux, c'était pas facile non plus parce qu'ils étaient obligés de nous parler en anglais. Et puis des fois, tu avais affaire aussi à des contrôleurs qui parlaient pas trop bien anglais non plus. Donc c'était un peu pénible. Ah oui, parce que votre langue maternelle, vous étiez obligé de la tasser pour faire votre métier. Puis exact, ça peut être un peu... un obstacle. Un obstacle à votre émancipation là, dans votre métier. Puis... par la suite, est-ce que vous avez senti qu'il y a eu un maintien de la langue française ou on s'en allait plus vers l'anglais? Parce que j'imagine quand on atterrit à Washington, on doit parler en anglais au contrôleur. Bien sûr. Aujourd'hui, on est quand même obligé, si on est pilote, on est obligé d'être bilingue parce que, c'est sûr, on est à proximité de l'Ontario, à proximité des États-Unis. C'est sûr que tous les vols que j'ai faits par la suite, c'était les États-Unis, l'Amérique en général. Donc, c'est sûr que si tu ne parles pas l'anglais, tu as un problème, là, tu comprends? Donc, tu ne peux pas partir, tu ne peux pas aller aux États-Unis. Puis, tu vas te restreindre juste au Québec, tu comprends? Mais c'est drôle parce que ça me rappelle une anecdote. Une fois, je volais avec un équipage, avec un copilote qui était anglais. Et puis, bon, ce qui est malheureux aujourd'hui, si le gars est anglais, il faut qu'on parle anglais, nous qui sommes francophones. Tu comprends ce que je veux dire? Même si on vole au Québec. Bon, c'est une autre histoire, je ne veux pas rentrer dans les détails là-dessus. Mais un jour, j'étais en train de faire la radio en anglais, et puis le contrôleur a remarqué que j'avais un accent français. Puis il me dit, vous ne pouvez pas parler en français, non, comme tout le monde? Oups! Je me suis... Ah, donc il parlait français. Donc c'est ça, on assume que les gens, en fait, la langue universelle, là, pour être certain qu'on se comprenne, c'est l'anglais. Mais en fait, des fois, on se met des bâtons dans les roues parce qu'on pourrait très bien se comprendre en français. Bien sûr. Disons que dans un cas d'une emergency, par exemple, majeure, c'est sûr, c'est plus facile quand tu es francophone de décrire ton problème, malgré qu'on est obligé, on connaît quand même les termes aujourd'hui. Mais en anglais, donc, mais quand même, c'est plus facile. Puis, disons que dans une urgence, un pilote, il aime bien entendre la voix du contrôleur. En général, les contrôleurs sont extrêmement calmes aussi. Puis, ils t'aident à rester calme aussi quand tu as une urgence majeure. Donc, quand tu as une urgence majeure, c'est plus facile d'avoir un contrôleur qui parle ta langue qu'un contrôleur qui est anglais ou américain, tu comprends? Puis c'est rassurant aussi de pouvoir exprimer ses craintes dans dans sa langue maternelle. On sent qu'on est plus ancré dans notre... Alors, merci Jacques et merci d'être des nôtres aujourd'hui. Et je vais juste arranger un petit quelque chose ici. Merci, pour la c'est caméra. bien gentil. La langue française, c'est la langue qu'on parle chez moi. Ça aurait pu être différent parce qu'en fait, moi, je suis moitié québécoise et moitié italienne. Donc, bon, on sait les Italiens comment ils sont. Dès mon jeune âge, vers 8 ans, on était tous ensemble dans une maison intergénération. Et j'en profite pour mentionner aussi que ma grand-mère, elle vient du Nouveau-Brunswick, acadienne. Fait que ça faisait un beau mélange, là. On parlait anglais. Mon grand-père, des fois, il sortait des mots en italien. Ma grand-mère, quand elle revenait de ses vacances d'été à Saint-Simon-Caraquette, elle avait repris un petit peu son langage mélangé avec des anglicismes et tout ça, ton boyfriend, ta girlfriend. Puis au final, qu'est-ce qui est magnifique avec tout ça, c'est que il aurait pu m'envoyer à l'école anglaise, il aurait pu parler anglais seulement. Mais c'est comme si le français, ça nous a réunis tout le monde. Puis, au final, maintenant, on parle toujours en français. Puis, je dirais même que, tu sais, mon grand-père, qui est un Italien, qui avait l'habitude avec, dans son entreprise en construction, d'avoir des patrons qui étaient beaucoup plus anglophones. Quand il arrivait à la maison, là, c'était toujours le grand-papa en français qui revenait. Puis ma grand-mère, moi, des fois, je lui disais, grand-maman, voyons donc, tu mets des mots en anglais au milieu de tes phrases et tout ça. Et avec le temps,
on a tous évolué vers un français qui est beaucoup plus représentatif de ce que c'est la langue française. Et mon grand-père, croyez-le ou non, il a 87 ans et il parle un français qui est, ma foi, qui s'améliore à chaque année. Fait que je pense que la clé pour garder une langue active, garder une langue, la richesse de cette belle langue-là, ben c'est de la parler. C'est vraiment de la parler, puis de pas se limiter. Tu sais, quand on cherche un mot, au lieu d'aller vers la facilité, puis d'évoquer le mot dans une autre langue, ben cherchez le mot, puis si vous le trouvez pas tout de suite, ben demandez aux gens autour de vous, tu sais, c'est quoi le mot qu'on pourrait dire pour ça? Fait que moi, j'ai vu ma famille évoluer dans leur français, autant à l'écrit qu'au parler. C'est sûr que même moi, là, quand je partais l'été avec ma grand-mère, mon grand-père à Caraquette, Saint-Simon, Nouveau-Brunswick, je revenais, puis j'avais pogné un accent, j'avais attrapé des patois. Puis c'est là, aujourd'hui, que je réalise qu'on est très éponge. La nature humaine, on éponge beaucoup qu'est-ce qu'il y a autour de nous. Et c'est important, malgré qu'on capte tout, des fois de se remettre à la case départ et de se dire « Wow, là, je suis influencée par ça. Là, je suis en train de pogner un accent qui ne m'appartient pas. Je suis en train de copier ça sans m'en rendre compte. » Puis des fois, juste de revenir à la source, c'est quoi la langue que je parle? C'est quoi la langue qui me définit? C'est quoi le sens de ma culture? C'est quoi? Parce que c'est ça, au final, je pense, à travers les années, les réseaux sociaux et tout ça, si on se pose cette question-là fréquemment, c'est quoi mon essence à moi? C'est quoi mon fond, là? Bien, il y a plus de chances que dans des décennies, la langue française puisse grandir et subsister dans cette culture internationale qu'offre Internet. Donc voilà, c'est un petit peu mon histoire par rapport à ça. C'était déjà tout pour votre émission en français, s'il vous plaît. Mon nom est Carla Benjivengo. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Je remercie également nos invités et toute l'équipe sur le plateau. N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux, site web et chaîne YouTube. On se laisse avec une magnifique chanson de Marie-Jo Thériault, Évangeline. Les étoiles étaient dans le ciel, toi dans les bras de Gabriel. Il faisait beau, c'était dimanche. Les cloches allaient bientôt sonner et tu allais te marier dans ta première robe blanche. L'automne était bien commencé, les troupeaux étaient tous rentrés et partis toutes les sarcelles. Et le soir au son des violons, les filles et surtout les garçons t'auraient dit que tu étais belle. Évangéline, Évangéline. Mais les Anglais sont arrivés dans l'église, ils ont enfermé tous les hommes de ton village. Et les femmes ont dû passer avec les enfants qui pleuraient toute la nuit sur le rivage. Au matin, ils ont embarqué Gabriel sur un grand voilier, sans un adieu, sans un sourire. Et toute seule sur le quai, tu as essayé de prier, mais tu n'avais plus rien à dire. Évangéline, Évangéline. Alors pendant plus de 20 ans, tu recherchais ton amant à travers toute l'Amérique. Dans les plaines et les vallons, chaque vent murmurait son nom.
comme la plus jolie musique. Même si ton cœur était mort, ton amour grandissait plus fort dans le souvenir et l'absence. Il était toutes tes pensées, et chaque jour il fleurissait dans le grand jardin du silence. Évangéline, Évangéline. Tu vécus dans le seul désir de soulager et de guérir ceux qui souffraient plus que toi-même. Tu as appris qu'au bout des chagrins, on trouve toujours un chemin qui mène à celui qui nous aime. Ainsi un dimanche matin, tu entendis dans le lointain les carillons de ton village. Et soudain alors tu compris que les épreuves étaient finies, ainsi que le très long voyage. Évangéline, Évangéline. Devant toi était étendu sur un grabat un inconnu, un vieillard mourant de faiblesse. Dans la lumière du matin, son visage sembla soudain prendre les traits de sa jeunesse. Gabriel mourut dans tes bras, sur sa bouche tu déposas un baiser long comme ta vie. Il faut avoir beaucoup aimé pour pouvoir encore retrouver la force de dire merci. Évangéline, Évangéline. Il existe encore aujourd'hui des gens qui vivent dans ton pays et qui de ton nom se souviennent, car l'océan parle de toi, les vents du sud portent ta voix, de la forêt jusqu'à la plaine. Ton nom c'est plus que l'Acadie, plus que l'espoir d'une patrie. Ton nom dépasse les frontières. Ton nom c'est le nom de tous ceux qui, malgré qu'ils soient malheureux, croient en l'amour et qui espèrent. Évangélina, quel bonheur d'être ici, Claude.